Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'association Coactis Santé sur le thème de l'accueil du patient sourd ou malentendant. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et je tiens à vous remercier pour votre intérêt et vos inscriptions. Vous avez été près de 2000 personnes à vous inscrire pour cet événement et nous vous remercions au nom de l'association Coactis Santé. Ce webinaire aura une durée d'1 heure. Il est sous-titré, il est traduit en langue des signes française. Un grand merci aux 2 interprètes qui nous accompagnent aujourd'hui et à toute l'équipe technique. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat. On vous répond en direct et on a prévu 10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire avec nos intervenants et nos experts. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce webinaire depuis plusieurs mois et surtout à tous nos partenaires qui ont diffusé l'information. Merci aux intervenants, à nos experts que je vais présenter tout de suite et qui vont assurer cette présentation pour vous pendant l'heure qui suit. Tout d'abord, le docteur Benoît Mongourdin. Vous êtes médecin des hôpitaux, médecin généraliste, vous avez 15 ans de pratique dans un quartier populaire, vous êtes expert sur le sujet, ancien chef de service de l'unité d'accueil et de soins des sourds au CHU de Grenoble-Alpes et vous êtes ancien responsable du Centre national relais des appels urgents 114 au niveau de la conception, de la mise en place et du développement. Madame Sylvie Raya, vous êtes intermédiatrice au sein de l'UAS du CHU de Grenoble-Alpes également. Vous êtes ancienne aide-soignante diplômée et vous êtes engagée au quotidien à œuvrer pour un changement de regard sur la capacité des personnes sourdes à occuper divers rôles professionnels. Enfin, Madame Bénédicte André, vous êtes la chef de service du réseau InfoSens que vous allez nous présenter pendant ce webinaire. Vous êtes attachée principale de l'État au ministère des Solidarités et de la Santé et vous êtes engagée pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes dans la société. Je tiens à remercier tous les experts qui ont travaillé à nos côtés, ainsi que toutes les structures qui ont contribué aux ressources sur le handicap auditif que nous proposons au sein de Coactis Santé. Avant de donner la parole aux experts, j'aimerais rapidement vous parler de notre association et vous parler de 2 chiffres très importants qui ont fait que nous avons choisi le thème de ce webinaire aujourd'hui, à savoir l'accueil en consultation d'un patient sourd ou malentendant. Ce n'est pas une chose aisée pour tous les professionnels de santé, puisque ce webinaire est adressé aux professionnels de santé en priorité, tant cette communauté sourde est diverse et le manque d'outils est vraiment palpable pour communiquer et pour mener à bien une consultation. Le manque de formation et de moyens également. Donc 2 chiffres pour commencer ce webinaire. On estime à environ 7 millions le nombre de personnes sourdes et malentendantes en France, donc 500 000 qui vivent avec une surdité sévère ou profonde. Et c'est un chiffre qui se retrouve sur nos fiches HandiConnect, que je vous présenterai aussi rapidement. On estime que 6% des 15-24 ans sont affectés par une surdité. Alors, très rapidement, Coactis Santé, c'est une association qui a été fondée en 2010 et qui agit pour améliorer l'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap avec 2 solutions concrètes et des actions, des missions de sensibilisation tout au long de l'année. Donc, nous avons 2 solutions, les Santé BD et le site HandiConnect dédié aux professionnels de santé. Rapidement, Santé BD, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bandes dessinées qui permettent de prévenir, de préparer un examen. Nous avons plus de 80 thèmes de santé représentés. Et les BD, vous en avez plus de 80. Elles sont personnalisables et elles permettent, sur tous ces thèmes de santé différents, de prévenir la peur, de baisser l'anxiété au moment du rendez-vous et d'être aussi un outil de communication entre le praticien et le patient, la famille, les aidants, etc. Et ça permet vraiment à tous de s'exprimer, de comprendre ce qui va lui arriver si on est patient et de pouvoir communiquer en fonction des thèmes choisis entre le patient et le professionnel de santé. Santé BD propose également 20 000 dessins que vous pouvez utiliser. Nous reviendrons dessus avec le docteur Mongourdin et nous reviendrons peut-être en détail à la fin du webinaire sur toutes ces possibilités de communication alternative améliorée. La deuxième solution que Coactis Santé propose, c'est le site handiconnect.fr.
C'est un site qui est dédié aux professionnels de santé, qui permet de les outiller, de leur donner concrètement des conseils, de répertorier également un annuaire de formation et d'accéder à une expertise selon tel ou tel handicap quand on est confronté en consultation. Les fiches conseils d'HandiConnect, nous en avons 5 sur le handicap auditif. Ce sont des fiches que je vous conseille d'aller consulter avant, pendant ou après une consultation, des fiches très synthétiques, 3 à 4 pages, qui se lisent rapidement, mais vous avez absolument tous les conseils, les bons moyens de communiquer quand vous êtes face à une personne sourde ou malentendante. Et évidemment, HandiConnect, c'est aussi 60 autres thèmes de santé et 60 autres handicaps possibles. Vous avez également la fiche qui concerne la téléconsultation que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui peut servir lors d'une consultation avec un patient sourd ou malentendant. Et vous avez les nouvelles dernières fiches HandiConnect sur les personnes handicapées vieillissantes. Il y en a 3 que vous pouvez aller consulter et qui parlent également des moyens de communication quand on est face à une personne sourde ou malentendante. Voici pour une présentation rapide des outils de l'association Coactis Santé. Et sans plus attendre, je vais proposer à Bénédicte André de partager son écran et de pouvoir vous présenter InfoSens et d'autres éléments d'information. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, merci pour l'invitation et je remercie Coatis pour cette invitation. Et donc, InfoSens est un service public a été créé en 2020 à l'initiative de l'Institut national des jeunes sourds de Paris avec l'ensemble de tous les partenaires que vous voyez sur l'écran. Et donc, c'est un réseau d'appui pour accompagner les personnes sourdes et malentendantes et faciliter surtout l'autonomie dans tous les parcours de vie. Et pour cela, on peut accompagner ces personnes à travers un guichet public ou produire des documents comme les fiches PAC faciles à les comprendre ou des ressources pour ces personnes. Et en parallèle, on fait aussi former le grand public à travers des sensibilisations pour assurer une accessibilité. Ça peut être des webinaires, organisation des colloques, des sensibilisations, des tables rondes, des forums ou des rédactions des articles. Et là, on va commencer par des chiffres pour que vous compreniez en quoi cela consiste la surdité et comment mieux accueillir un patient sourd. Et là, on constate qu'un Français sur deux ne pense pas à se faire dépister son audition. C'est-à-dire que parfois, quand on a des soucis d'audition, des troubles d'audition comme des acouphènes, et souvent, on attend que ça arrive trop tard et on peut avoir des troubles d'audition. Et là, tout à l'heure, Coatis a montré le chiffre de 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. Et donc, c'est un chiffre assez conséquent. C'est surtout qu'un étude sur 4 a des problèmes d'audition. Donc, cela concerne quand même une part importante de la population. Et, et un bébé sur 1000 né sourd en France, donc environ 700 naissances par an. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a des différentes trajectoires, des différents profils de surdité en France. Et donc, ça peut être mariné. Et quelle est la sémantique à adopter? Est-ce qu'on peut parler avec un patient sourd ou un patient malentendant? Et donc, est-ce qu'il y a des classifications médicales? Tout à l'heure, ben moi, c'est que pas forcément une classification médicale, mais c'est en fonction des choix de l'histoire personnelle de la personne sourde et malentendante, est-ce que cette personne porte des appareils ou pas. Voilà. Et donc, rapidement, en quoi cela consiste la surdité? La surdité, comme vous le savez, c'est vraiment la diminution de la capacité à percevoir les sons, c'est-à-dire vous entendez moins bien. Et ça peut être, quels sont les signes d'alerte? Peut-être que vous ne percevez plus des sons aigus ou vous entendez moins bien. Et que cela réduit de process la surdité de perception ou la surdité de transmission. Donc, comme vous le savez, que le son, c'est un air en mouvement qui rentre dans l'oreille. Et donc, la surdité de transmission, c'est-à-dire que c'est une incapacité de l'oreille externe à conduire le son vers l'oreille interne. Donc, on a une perturbation de la transmission du son.
À contrario, la surdité de perception, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'oreille interne de transformer les sons sous forme d'ondes sonores en impulsions nerveuses pour le cerveau. C'est-à-dire que peut-être le nerf auditif au sein du cerveau ne peut pas transmettre les sons directement au cerveau. Alors, ça c'est vraiment très généraliste comme ça, mais on peut mixer les surdité, mais en général, c'est soit surdité de transmission ou de perception. Alors, les causes possibles d'une perte auditive sont nombreuses. Autant que on peut devenir sourd de naissance ou devenir sourd au cours de la vie. Et dans les 7 millions de personnes, c'est plutôt les personnes qui deviennent sourdes au cours de la vie. Et donc, vous connaissez sûrement la triviacousie, qui est la première cause de la surdité en France, c'est-à-dire c'est la surdité liée au vieillissement de l'oreille, c'est-à-dire que les cellules ciliées ne peuvent pas se régénérer au cours de la vie. Donc, ça, c'est, vous voyez, donc, la pédiatrie. Après, ça peut être à cause d'une affection, comme vous connaissez, otite mélagite, ou des maladies, ou des traumatismes, des chocs, tout ça, ou aussi une exposition forte et prolongée à des ambiances sonores trop fortes. Et là, c'est souvent des acouphènes, les péracoïdes. Et pour les surdité de naissance, quand on assure de naissance, c'est-à-dire que ça peut être des génétiques, c'est-à-dire que des gènes qui sont porteurs de surdité, comme la connexine 28, ou une malformation de l'oreille, ou des affections au moment de la grossesse, comme CMB. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 1000, un bébé sur 1000 des sourds. Donc, c'est vraiment une minorité. Et donc, on constate que dans les différentes trajectoires des personnes sourdes, et plutôt au cours de la vie. Alors, on va passer, comme vous connaissez sûrement cette classification médicale, donc c'est pour vous montrer que comment on évalue le bruit. Le bruit, ça peut être en fréquence, en hertz, c'est-à-dire que ça permet de classifier les sons, c'est-à-dire au plus grave, au plus aigu. L'oreille humaine, elle peut entendre entre 20 à 1000 hertz. Et les ultrasons, c'est comme les chauves-souris qui entendent les ultrasons que l'oreille humaine ne peut pas percevoir certains sons. Et en termes d'évaluer le bruit, on peut évaluer en intensité avec les décibels, c'est-à-dire faible ou trop fort. Et là, on peut dire, on peut être sourd profond ou sévère ou moyenne légère. Cela, cette classification dépendra de la personne, c'est porte des appareils ou pas. Et c'est pour savoir si on peut suivre une conversation ou pas. Donc là, ce test se fait chez un spécialiste de l'audition pour évaluer et après ajuster en fonction des appareils auditifs. Et justement, dans la classification médicale, il faut penser aussi au mode de communication que vous pouvez rencontrer dans votre quand vous allez recevoir un patient sourd lors d'une consultation. Est-ce que cette personne s'exprime à l'oral ou utilise la langue française parlée complétée ou bien la langue des signes? Alors, ces trois différents modes de communication sont variés en fonction du profil de la personne. Alors, l'oralisme, c'est vraiment le premier moyen de communication le plus utilisé chez les personnes sourdes et malentendantes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes deviennent sourdes au cours de la vie tant qu'ils ne vont pas apprendre la noticine ou le PC en étant avant, tant qu'ils vont toujours utiliser l'oralisme. Mais ce qui pose problème, c'est si on porte un masque et quand on est sourd de la vie, on a plus accès à la lecture labiale. Donc, il faut être vigilant avec les personnes prédiacousiques ou les personnes qui ont perdu l'audition, à 40 ans, 50 ans, à utiliser la lecture labiale pour percevoir la totalité des informations. Et le LPC ou la noticine, c'est souvent pour les sourds de naissance ou au cours de la vie qui veulent apprendre la noticine. Alors, le LPC, c'est juste un mode de communication pour clarifier l'information, pour s'expander sur les phonèmes, les phonétiques. Étant donné que la noticine, c'est vraiment une langue à part entière et que son propre vocabulaire, sa propre syntaxe. Et là, vous pouvez faire appel aux interprètes si vous avez un patient sourd qui étudie la noticine. Donc là, Monsieur Benoît m'a expliqué tout à l'heure tout ça. Alors, alors, tous les différents profils
Mais est-ce que ces personnes portent des appareils ou pas du tout? On peut être sûr sinon de ne pas porter des appareils ou une personne oraliste préfère ne pas porter des appareils. Ça peut être un tabou. Donc, alors, les différents appareils que vous voyez accrochent les appareils auditifs et là, ça peut être intra-auriculaire ou au moins le tour d'oreille avec un pavillon plus robuste. Et là, la déportation du thé légère, sévère, moyenne ou les implants cochléaires qui est plutôt préconisé pour les personnes sourdes profondes ou pour les personnes prédiacousiques et cela nécessite une opération chirurgicale qui est très courant comme opération. Et donc, ça se fait en ambulatoire. Et là, ce qui est constaté dans les appareils, c'est que 3 millions de personnes atteintes de déficience auditives devraient être appareillées. Pourtant, c'est un frappe psychologique et parfois financier. Mais pourtant, on a la loi qui est 100% T depuis 2021 qui permet d'accéder à de l'appareillage de qualité et que vous pouvez voir le remboursement des appareils et aussi demander à la CHIPIP ou le FIP pour faire un financement pour pallier tous les remboursements des appareils auditifs, tout ça. Alors, une ressource, si vous êtes à la recherche des interprètes ou des professionnels qui savent accueillir des patients sourds, vous pouvez retrouver sur la carte interactive toutes les ressources qui essaient accueillir le public pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà. Alors, je voulais terminer ma présentation sur l'enquête InfoSens qui a été réalisée en 2023. Alors, en 2023, on a fait une double enquête entre les patients sourds et les professionnels de santé. Alors, et donc, cette enquête, on a vu à peu près 185 pour les patients sourds et à peu près 240 chez les professionnels de santé. Donc, on a voulu voir est-ce qu'il y a eu un renoncement de se persuader chez un médecin ou un professionnel de santé et de savoir est-ce que les professionnels de santé connaissent, disposent de toutes les informations pour recevoir un patient sourd. Alors, et parmi les professionnels de santé, c'est vraiment toute profession, ça peut être le personnel médical, paramédical, le personnel administratif, qui sont répartis sur tout le territoire national. Et alors, et au moins que les professionnels de santé, que 72% des personnels médicaux déclarent avoir déjà reçu des patients sourds, mais euh, étant donné que, attends, mais que les patients sourds, il y a quand même 21% de patients sourds ont renoncé à se faire soigner. Et donc, et ce chiffre augmente, c'est 31,8% pour les pratiquants de l'analgésie. Et alors, c'est pas normal qu'on ait un problème d'accès aux soins. Et l'enquête révèle également que seule une minorité des patients se présentent toujours accompagnés pour l'ensemble des rendez-vous. C'est-à-dire que les professionnels de santé, ils peuvent voir le patient sourd soit accompagné par un proche ou un interprète ou un spécialiste de l'audition pour accompagner ce patient, tout ça. Et là, je voulais aussi vous communiquer sur les unités d'accueil de soins sourds. Il y a à peu près 19 en France, réparties sur tous les territoires nationaux. Et nous avons souhaité, si les médecins avaient connaissance de ces lieux de soins dédiés et s'ils adressaient leurs patients auprès de ces unités. Alors, le chiffre, il est quand même surprenant. 73% des répondants ne connaissent pas du tout ces unités. Et ils n'ont jamais renvoyé les patients vers ces unités. Pourtant, ces unités permettent d'offrir une prestation de soins égales à celle reçue par un patient entendant, mais aussi de permettre aux professionnels de santé pour moi mieux comprendre les patients, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on n'a qu'un tiers des médecins connaissent ces unités. Ils ont quand même une minorité de ces professionnels qui ont envoyé, qui ont déjà orienté un patient sur dans des unités. Et pour finir, près de 83% du personnel médical souhaite être sensibilisé à la communication avec les personnes sourdes et les malentendantes, même s'ils connaissent le problème d'audition, mais ça me parle parfois communiquer avec un patient sourd et sont souvent démunis de cette communication. Et dans l'enquête, on a voulu voir aussi est-ce qu'ils connaissent des outils comme les PT santé
où l'affiliation jeune et justement les professionnels de santé ne connaissent pas forcément les outils. Et donc, ce qui est important que nous, à citer, c'est vraiment la communication, la sensibilisation auprès des professionnels de santé pour permettre un meilleur accès à la santé et que ce n'est pas normal qu'encore maintenant, on est toujours à 21% à renoncer à se faire soigner pour, pour accéder à la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cet exposé très instructif. Et c'est justement pour pallier à ce manque de formation des professionnels, manque d'information et pour éviter tout renoncement aux soins que nous proposons ce genre de webinaire aujourd'hui et toutes les ressources de Coactis Santé. Je rappelle que tout ce que vous avez présenté sera dans un document de ressources que nous enverrons à l'issue du webinaire dans quelques jours à tous les inscrits. Et donc, sans plus attendre, merci pour cette présentation. Je passe la parole au docteur Mongourdin et à madame Sylvie Raya pour votre présentation du jour. Eh bien, bonjour. Euh, voilà, on est ravis d'être là, Bonjour. Sylvie aussi. Euh, le- donc, on va parler accès aux soins des sourds. On va pas parler de la surdité ou de l'audition, mais on va parler des méthodes pour que les sourds aient accès à des soins de qualité et des soins à qualité équivalente avec la population générale. Une question annexe, une question en sous-titre, c'est peut-on soigner les sourds sans leur langue? C'est une véritable question sur laquelle je pense qu'on a la réponse. Diapo suivante. Rapidement, donc on va évoquer la question de l'exclusion des soins, une partie de la population française, la langue des signes, ou plutôt les langues des signes. On va parler des unités d'accueil et de soins pour les sourds aussi. On va évoquer les représentations sur lesquelles nous, les professionnels, on appuie nos conduites professionnelles, qui sont des fausses représentations en ce qui concerne celles des entendants sur les sourds. Et en pratique, comment faire quand on est en cabinet, quand on est en ville, quand on n'est pas dans une structure spécialisée. Diapo suivant. Alors, l'exclusion de soins des sourds, c'est un problème de santé publique qui était méconnu jusqu'à très récemment, puisque, diapo suivante, c'est, diapo suivante, pardon. Voilà, c'est à l'occasion de la création du premier lieu de soins en langue des signes à Paris, à la Salpêtrière, à l'occasion de l'épidémie de sida, qu'on a vu émerger un afflux énorme de patients avec des problématiques de santé très diverses et que les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il y avait un problème en France, c'est que les sourds étaient mal soignés. Donc, ça a été vraiment un bouleversement des représentations, tant pour les patients que pour les professionnels, de découvrir que une question de santé qu'on pensait tout à fait liée à l'audition, en fait, était beaucoup plus liée à une question de langue et de culture. Diapo suivante. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? Celle-là ou celle d'avant? Celle d'avant? Oui. Non. Celle d'après, pardon. Donc, les unités. Donc, pour revenir à l'histoire des personnes sourdes, ça a commencé avec le Congrès de Milan en 1880, où il a été décidé que l'enseignement en langue des signes serait interdit, qu'on devrait se concentrer sur l'audition et l'oralisation. Et ça a duré plus de 100 ans. Donc, de ce point de vue-là, on a commencé à avoir la langue comme un code de communication, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oui, pardon, la diapo suivante, alors, parce qu'on est sur la diapo titre toujours. Voilà. Celle-ci. Oui, c'est celle-là. Pardon pour le problème technique. Donc, parfait. Et donc, en fait, c'est une vraie langue avec sa propre syntaxe, son propre vocabulaire, sa propre grammaire. C'est une langue qui est vraiment très riche. Et donc, c'est pas juste une traduction où on met des signes sur du français. Il y a une structure qui lui est propre et une conceptualisation qui lui est propre avec
un plus fort impact du visuel. C'est une langue qui est en 3 dimensions et donc qui a une conceptualisation qui est propre en lien avec la spatialisation de la langue. C'est une langue vivante. Voilà, le français évolue et la langue des signes aussi évolue au fil du temps et elle continue d'évoluer au jour le jour. Pour les enfants, quand la langue des signes est leur langue première, ça leur donne aussi une langue, une identité. Et sans ça, en fin de compte, ils rencontrent des blocages. Et donc, dans des situations où, en fin de compte, il y a des problèmes de communication, des blocages, il est possible de se comprendre grâce à ce qu'on appelle l'iconicité, qui est commune à toutes les langues signées. Diapo suivante. Alors, en fait, ce qui a été posé euh, avec cette question d'accès aux soins des sourds, c'est une approche qui était linguistique et culturelle et pas du tout auditive. C'est-à-dire que la question qui se posait, c'était pas comment entend le patient, qu'est-ce qu'il entend, est-ce qu'il entend ma voix ou quoi, mais c'est dans quelle langue les soins devront se dérouler, dans quelle langue le patient est plus à l'aise. Diapo suivante. Alors, deux petites citations, une de Victor Hugo, qui est un écrivain français célèbre, qui a écrit très tôt «Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend». Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire que quelqu'un entend? Est-ce qu'il entend avec ses oreilles ou est-ce qu'il entend avec son cerveau ou avec son esprit? Et puis la deuxième chose, c'est une phrase très courte de Bernard Mottès, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question de la surdité, de la place des sourds dans la société, et qui dit la surdité est un rapport, en disant que la surdité en elle-même, ça veut rien dire, c'est-à-dire que nous, on se définit pas comme des entendants, on va se définir comme des entendants par rapport aux sourds, et de la même manière que les sourds vont se définir comme sourds par rapport aux entendants. Et la surdité, être sourd, ça veut rien dire en soi, c'est vraiment un rapport et avant tout un rapport social. Diapo suivant. Alors, il y a deux piliers sur les outils d'accès aux soins qui ont été mis en place dans les unités. Le premier, c'est le transfert de l'exigence linguistique. C'est-à-dire que ce n'est plus au patient de s'adapter à la langue des professionnels, mais c'est au dispositif de soin d'utiliser la langue, et là, chaque mot est très important, dans laquelle le patient est le plus à l'aise. C'est pas parce que mon patient peut oraliser, le patient que j'ai en face de moi peut oraliser, qu'on va oraliser et on se pose plus de problème. Si le patient, dans cette situation de soins, est plus à l'aise en langue des signes, il va falloir utiliser la langue des signes. Et utiliser la langue des signes, ça veut dire avoir en tant que professionnel ou proposer un niveau linguistique très élevé, qui correspond pour un entendant à environ au minimum 350 heures de formation linguistique, plus une pratique quotidienne. C'est une très forte exigence professionnelle. Ça veut dire être capable de faire son métier aussi bien en langue des signes qu'en français. Donc, accompagner une femme sur un dépistage prénatal de la trisomie, par exemple, annoncer un diagnostic grave, expliquer les complications potentielles ou d'une coloscopie ou d'un geste chirurgical, et tout ça, d'être capable de le faire en langue des signes. C'est un transfert de l'exigence qui ne repose plus sur le patient, mais qui repose sur le soignant. Diapositive suivante. Et le deuxième pilier, c'est une approche, une prise en compte culturelle de ce que vivent les sourds. Je te passe la parole. Donc la culture sourde. Ah, d'accord. Vous ne voyez plus l'interprète. Donc la culture sourde est en lien avec le vécu, et c'est vrai que c'est régulièrement à la population sourde de s'adapter à la norme entendante. Et les entendants voient surtout, ils définissent ce que c'est que les sourds par le fait qu'ils n'entendent pas. Aussi par rapport à l'histoire, il y a eu le déni de langue et ensuite la prise de conscience. Voilà. Parce que ce que je vous disais par rapport au congrès de Milan qui a lieu en 1880, cela a eu, et l'interdiction de la langue des signes, ça a eu pour conséquence une dévalorisation de la langue.
et un déni de compétences pour les personnes sourdes qui pensaient ne pas pouvoir accéder à certains métiers comme médecin, psychologue. Parce que par le passé, on les envoyait régulièrement dans des formations de menuiserie ou de couture. Donc pour la société, euh, à- il y a aussi l'image qu'à partir du moment où un sourd peut parler, on se dit ah bah à partir du moment où ils peuvent parler, c'est qu'ils peuvent comprendre. Et il y a une différence entre pouvoir communiquer de façon efficace et pouvoir oraliser. Et donc ça a eu pour conséquence de mettre en place un phénomène d'assistanat auprès des sourds. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que les unités d'accueil et soins pour les sourds? Ce sont des équipes qui sont composées de professionnels sourds et de professionnels entendants. Professionnel sourd, être sourd, c'est pas une profession. Donc, mais être sourd, c'est une plus-value dans une équipe qui s'adresse à un public sourd. Donc, on a dans les unités des médecins généralistes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychiatres qui reçoivent en langue des signes, et on a d'autres professions de santé comme des diététiciens, des rhumatologues, etc. Donc, on a une offre de services et ce qui est important, c'est que dans les équipes, la langue de travail est la langue des signes. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, les staffs médicaux dans les unités d'accueil et de soins pour les sourds se font en langue des signes. Euh, donc ça, c'est la première chose. Diapo suivante. Et après, on a donc d'autres professionnels qui sont dédiés à la communication, qui sont des professionnels, des aides professionnelles à la communication, qui sont des interprètes et des médiateurs. Alors, qui travaillent en général en mobilité, c'est-à-dire qui interviennent dans les différents services de l'hôpital, les différents services de soins pour accompagner et le patient et les professionnels sur le parcours de soins pour que les patients puissent être patients comme n'importe qui et que les professionnels puissent faire leur métier auprès des patients sourds comme ils le font avec n'importe quel patient. Donc c'est une accessibilité à la fois pour le patient et à la fois pour le professionnel, c'est une accessibilité partagée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interprète? Souvent, les interprètes, c'est des aidants, c'est des pères culturels, c'est des membres c'est des gens qui ont le même, la même langue ou qui sont originaires du même pays. Là, quand on parle d'interprète, on parle d'interprètes diplômés. Les interprètes français langue des signes sont des gens qui ont suivi une formation, un master 2 d'interprétation qui correspond à un bac plus 5 et qui sont liés à une déontologie très stricte, qui est la fidélité de la traduction, c'est traduit comme c'est dit, d'une langue vers l'autre, c'est l'exhaustivité, on n'oublie rien, on ne met rien de côté, et c'est la neutralité, c'est-à-dire que si quelqu'un est en colère, l'interprète va traduire en colère. S'il y a des gros mots, les gros mots seront traduits. S'il y a des erreurs qui sont dites, ben, les erreurs seront traduites comme elles sont dites, etc. C'est une traduction qui est simultanée, comme vous le voyez, je veux dire, à l'écran, il y a deux interprètes qui se relaient, hein, qui sont des interprètes diplômés et qui traduisent au fil de ce qui se dit, avec un tout petit décalage, parce que les langues n'ont pas les mêmes structures, mais c'est une traduction qui est simultanée, et ça se marche pas sur les pieds, parce que il y en a il y a une langue qui est sonore et une langue qui est visuelle. Et il n'intervient pas dans les échanges. Alors, on parle d'exhaustivité, de fidélité et de neutralité. C'est un outil irremplaçable. Par exemple, il arrive régulièrement dans les consultations, quand on prend un interprète, parce qu'un accompagnant ne parle pas la langue des signes avec un patient sourd, que l'accompagnant dise, est-ce qu'on peut demander à l'interprète de ne pas traduire ce que je vais dire parce que c'est un petit peu délicat? Et l'interprète traduit, est-ce qu'on peut demander à l'interprète de ne pas traduire ce que je vais dire parce que c'est un petit peu délicat. Donc c'est vraiment une exhaustivité et c'est les interprètes professionnels sont les seuls à offrir une garantie de traduction fidèle de ce qui se passe. Diapo suivante. Alors, le deuxième pilier, je te passe la parole Sylvie, le deuxième pilier, c'est un pilier culturel qui s'appuie aussi sur des professionnels formés et diplômés. Et ces professionnels, c'est les intermédiateurs. Et donc, ils travaillent en binôme très souvent avec les interprètes ou un professionnel signant. Donc, il permet, c'est un peu le rôle d'expert. Voilà. Parce qu'au sein de la société, il y a une minorité sourde. Et donc, vu que c'est un professionnel sourd,
c'est la même langue, ils peuvent se comprendre beaucoup plus facilement. Le fait de se comprendre, ça veut dire que obligatoirement une personne sourde sera compétente dans ce rôle, non. Il faut que la personne ait fait une formation, il y a une formation diplômante, soit une licence professionnelle, soit un master. Et c'est un professionnel qui va servir de référent. Voilà, les entendants aussi ont besoin de l'intermédiateur parce qu'ils connaissent rien à la culture sourde. Et donc pour pouvoir se caler avec le patient sourd. Et l'intermédiateur va aussi pouvoir redonner sa place de patient au patient sourd qui n'osera pas forcément dans un contexte qu'il ne connaît pas. Voilà, ça évite le choc des cultures et le choc linguistique. Diapo suivante. Alors, les fausses représentations. On a tous des représentations et ça nous aide quand on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un petit exemple, je monte dans le tram et puis il y a quelqu'un qui est en débardeur, qui déborde de muscles, il est tatoué de partout, il est rasé. Je vais pas forcément m'approcher de ce type de personnage parce que potentiellement c'est quelqu'un qui évoque ou de la violence ou de la difficulté à rentrer en relation, donc je vais plutôt m'asseoir un peu loin. Et puis, mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui travaille au ministère, qui est juste un biker parce qu'il aime bien la moto et qui est quelqu'un d'adorable, de cultivé, avec lequel on peut être en relation sans problème. Mais ma représentation me fait me méfier. Inversement, je vois une petite dame en imperméable beige qui est au bord de la rue, qui attend pour traverser. Bon, je vais dire la pauvre, je vais l'aider, donc je vais pas lui proposer de l'aider à traverser, mais si ça se trouve, c'est une perverse narcissique qui n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un s'approche, elle a une lame de rasoir dans la main et elle adore ça. Mais ma représentation, a priori, c'est d'imaginer que la personne que je ne connais pas a une apparence qui m'évoque que, et ce qui me permet de me préparer un petit peu à la rencontre. Et il se trouve que pour les sourds, on a ce type de représentation, comme on a pour n'importe qui, et que prises une à une, toutes les représentations qu'on a pour des sourds s'avèrent fausses dans la réalité. C'est-à-dire, le sourd écrit, donc je vais pouvoir écrire. Et on voit beaucoup de médecins qui se satisfont tout à fait j'écris sur le papier, mon patient me répond, et on échange des feuilles de papier, y compris des psychiatres ou des professionnels de la santé mentale. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, je veux dire, près de 80% des sourds sont en grande difficulté avec le français écrit. On parle même pas du français oral, mais le français écrit est en plus source de malentendus qui peuvent être parfois très drôles. C'est-à-dire qu'à un moment, la rumeur avait couru dans la communauté sourde qu'il fallait pas fumer la nuit parce que c'était mauvais pour la santé. Et en fait, simplement, c'était écrit sur les paquets de tabac, fumer nuit gravement à la santé. D'autres exemples, un patient qui comprenait pas pourquoi son audience était renvoyée en cours de cassation, alors que lui, ce qu'il avait fait, ça n'avait rien à voir avec le fait de casser quelque chose, etc., etc. Des choses plus dramatiques, au moment de l'épidémie de sida, les patients sourds pouvaient retourner chez eux très contents parce qu'ils avaient un sang positif, puisque le médecin leur a dit qu'ils étaient séropositifs. Etc., etc. Et un exemple de malentendu qui passe totalement inaperçu pour l'émetteur et le récepteur, c'est je suis médecin, je fais une prescription et j'écris sur mon ordonnance tel médicament, 2 comprimés après le repas. Donc la consigne est très simple et très claire, c'est-à-dire que s'il faut les prendre après le repas. Et le patient a toutes les chances, en s'appuyant sur la syntaxe de la langue des signes, de prendre ces 2 comprimés et après de prendre le repas. C'est-à-dire qu'il va prendre 2 comprimés avant le repas. Donc l'écrit est la porte ouverte à tous les malentendus. La diapo suivante, s'il vous plaît. Ah non, non, non. Non, Ah non, pardon. Non, non, pardon. Ah oui, je reviens concernant l'exemple des comprimés. On pourrait se dire qu'il a juste à suivre le sens de lecture et en fin de compte, en langue des signes, la logique se voudrait dans le sens inverse, ce qui provoque le malentendu. C'est comme... Voilà. On a évoqué la question de la lecture labiale aussi tout à l'heure. La lecture labiale, il faut savoir que quelqu'un qui a un excellent niveau de français et qui a été formé à l'usage de la lecture labiale perçoit clairement 1 mot sur 3 en moyenne, c'est-à-dire que 2 mots sur 3, c'est de la suppléance mentale. Donc ça suffit
une conversation courante. On le voit en anglais, on n'a pas tous un super niveau d'anglais. Il y a des mots qu'on oublie un petit peu. On arrive à suivre une conversation, mais il faut savoir que 2 mots sur 3, donc plus de 60% de ce qui est émis phonétiquement en lecture labiale, c'est de la suppléance mentale. Ils parlent bien. Les patients qui parlent bien, c'est un sacré piège aussi. Euh, Oui, par exemple, chapeau et jambon, en fin de compte, l'image labiale est la même. Et donc, bah, très souvent, la personne sourde va deviner, mais il y a certaines situations où ça peut créer des malentendus. Par exemple, sur une fête d'anniversaire, entre cadeau et gâteau, ça peut être un piège. Donc, imaginez dans un contexte médical tous les malentendus que ça peut engendrer et les conséquences que cela peut avoir. Le piège par rapport à parler bien, c'est qu'un patient va s'exprimer oralement très correctement et nous, dans nos représentations, on se dit s'il parle, il entend. Il va entendre à la hauteur de la qualité de sa vocalisation. Et si je me retourne, par exemple, pour écrire quelque chose ou pour chercher quelque chose tout en continuant à parler, mon patient va complètement perdre la lecture labiale. Donc c'est un piège, c'est très piégeant et c'est pour ça que de nombreux sourds essayent de ne pas oraliser quand il y a un petit peu d'enjeu pour que l'interlocuteur ne se fasse pas avoir par la qualité de sa vocalisation. Ils portent des appareils, on l'a vu tout à l'heure, ça ne préjuge de rien. C'est-à-dire qu'il y a des sourds profonds qui n'entendent pas la voix et qui portent des appareils parce que ça les aide à se repérer ou à entendre des bruits un peu forts, une porte qui claque, un camion qui passe, etc. Euh, il y a, voilà. Donc, le port des appareils, ça ne veut pas dire que je peux utiliser la voix avec mon patient. Et il est accompagné, alors ça c'est le piège majeur. Le piège majeur, c'est qu'il faut savoir que 95% des parents entendants d'enfants sourds ne parlent pas la langue des signes. C'est-à-dire qu'il y a un code gestuel qui se met en place à la maison, mais que c'est pas de la langue des signes. Euh, il, euh, il, il n'y a aucune garantie de traduction, bien sûr. On ne sait pas qui est l'accompagnant, c'est-à-dire c'est un proche, c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille, c'est un parent. Et on a régulièrement des histoires de patients qui nous disent qu'ils sont allés chez le notaire avec les frères et sœurs et qu'ils ont été dépossédés d'un héritage parce que on a évité de leur traduire ce qui risquait de les avantager. Encore une histoire très récente. Et puis, euh, et puis, les enfants qui traduisent, on se le fait tous savoir, c'est-à-dire qu'on a tous eu des adultes qui ont des langues étrangères ou des familles nord-africaines avec des enfants qui sont très, très en position d'adultes ou qui gèrent beaucoup de choses dans la famille et qui viennent avec la maman chez le médecin et qui peuvent être très jeunes, je veux dire, des enfants de 10 ans, 11 ans qui traduisent pour les parents et nous, on est tellement, les soignants, on est tellement attirés par une langue qu'on peut comprendre, qu'on en oublie qui est l'accompagnant. Et une histoire de chasse que je vous raconte, parce qu'on était allé rencontrer pour une situation une équipe d'un service hospitalier d'hématologie pédiatrique, dans un grand hôpital, une grande ville. Et à l'issue donc, de la situation qu'on était venu régler avec interprète, intermédiateur sourd, etc., l'équipe nous a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas su avant que vous existiez, parce qu'on avait un enfant qui avait une hémopathie rare et qui était en train de mourir de son hémopathie. On avait un aide-soignant quelqu'un qui faisait l'entretien, qui avait un enfant sourd, qui avait un petit niveau de langue des signes, qui venait nous donner un coup de main pour communiquer avec les parents. La situation était tellement difficile qu'il s'est retiré du jeu en disant je ne peux plus, je ne peux plus. Et c'est l'enfant qui traduisait pour ses parents et qui traduisait sa propre situation de soins jusqu'à ce que l'enfant décède de sa pathologie. On a dit, mais il avait quel âge l'enfant? Ils nous ont dit, mais l'enfant avait 5 ans. Voilà. Donc, on peut tout à fait se faire piéger en toute bonne foi par la présence d'un accompagnant sous prétexte de traduction ou sous prétexte on a une langue avec laquelle on peut communiquer avec le patient. Donc, attention, attention aux accompagnants en général. D'autant plus que un patient sourd, dans son parcours de vie, il a été rarement acteur de son parcours de soins, c'est-à-dire qu'il a toujours été accompagné ou par un éducateur, ou par un interface de communication, ou par quelqu'un de la famille qui a discuté avec le médecin et lui a après relivré
un résumé de ce qui se disait. Donc, les sourds ont très rarement eu l'occasion d'avoir prise au fil de la discussion, au fil de leur parcours, avec ce qui se disait et avec le déroulement des sourds. Diapo suivante. Alors, en pratique, comment faire? Un petit adage, le mieux que rien est l'ennemi du sourd. On voit ça tout le temps, mais un petit peu de signe, c'est toujours mieux que rien. Mais quelqu'un qui traduit un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Un petit peu de langue des signes par l'écrit, c'est mieux que rien. Et comme j'ai passé beaucoup de temps avec le patient et beaucoup d'efforts, je considère que tout s'est bien passé. Quand on discute avec les sourds, après, ils disent, mais c'est toujours la même chose, je comprends rien, on m'explique rien, j'ai pas les moyens de communication, etc. Donc, le mieux que rien est l'ennemi du sourd. À l'interprète, on l'a vu, l'interprète doit être diplômé. Euh, Si l'interprète n'est pas diplômé, aucune garantie de fidélité, on l'a déjà vu. Un interprète, ça a un coût, ça a un coût horaire, c'est un professionnel qualifié. Il faut savoir que tous les services publics ont une obligation légale d'organiser et de financer la présence d'un interprète. Mais la réglementation, il y a un vide juridique sur ce qui se passe en dehors du secteur public. C'est-à-dire qu'on est en cabinet de médecine générale, on est dans une clinique privée, et rien n'oblige à ce qu'il y ait la présence d'un interprète. Et en général, on demande au patient de se débrouiller. Alors, on pense que le patient a des financements pour payer ses interprètes. Il faut savoir que la prestation de compensation du handicap permet aux sourds d'avoir, si je dis, 2, 3 heures par mois d'interprétation maximum. Oui, à peu près. Suivant la distance kilométrique, si jamais c'est une intervention dans une autre ville. Donc, mais c'est à peu près ça. Voilà. Et c'est une prestation qui est normalement réservée à la vie quotidienne, à la vie culturelle, à la vie privée et pas du tout à l'adaptation du parcours de soins. Et en pratique, mais on verra tout à l'heure, il faut prévoir un interprète quand il y a des enjeux. Sur un suivi courant, c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, quand il faut reprendre une histoire diabétique ou quand il faut reprendre l'explication d'un traitement complexe, là, il faut prévoir un interprète. Diapo suivant. Un intermédiateur. L'intermédiateur doit être diplômé, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il y a extrêmement peu d'intermédiateurs disponibles en France. En général, ils travaillent tous dans les unités. Il y a quelques intermédiateurs qui travaillent en libéral, mais il y en a vraiment très peu. Et on se rend compte qu'il en faut partout. Il faut dans le domaine de la justice, du travail social, de l'éducation. Et mobiliser un intermédiateur, c'est très compliqué. Certaines unités d'accueil et de soins pour les sourds peuvent mettre à votre disposition des intermédiaires à l'extérieur des hôpitaux. Il faut voir avec eux. Diapo suivante. Alors, très important, se rapprocher d'une unité d'accueil et de soins pour les sourds. Ça ne veut pas dire envoyer son patient sourd dans une unité et l'unité se débrouille, c'est pouvoir établir un lien de collaboration avec une unité. Même s'il est éloigné, les unités ont aussi des fonctions de conseil pour trouver les bons relais, pour trouver les bons outils en ville les patients sourds peuvent bénéficier de double suivi. C'est-à-dire que sur dérogation de l'assurance maladie, le médecin traitant généraliste ne parle pas la langue des signes, donc il y a une proximité géographique, et le patient sourd peut avoir également un suivi en collaboration avec le médecin traitant, avec un médecin qui reçoit en langue des signes, ce qu'on appelle une proximité linguistique, et les deux travaillent en collaboration. On utilise ça vraiment très, très couramment dans les unités, donc ne pas hésiter à se rapprocher, se renseigner, savoir quelle est l'unité la plus proche et se rapprocher de l'unité. Même à distance, ça peut être un soutien important. Les frais de déplacement des patients sourds vers des unités même éloignées peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Diapo suivante. Alors, quand on n'a pas d'interprète et quand on n'a pas d'intermédiateur, très clairement, il y a des moyens facilitateurs qu'il faut utiliser largue à manu. C'est Santé BD. Ça a été évoqué tout à l'heure, et ce sont des illustrations qui sont extrêmement bien faites sur une multitude de situations de soins, donc il faut vraiment les utiliser très très largement.
dessiner, ne pas hésiter à dessiner, même une chronologie. Il se passe ça, après on fait une petite flèche, après on monte dans un taxi, après on fait une petite flèche, on va à l'hôpital, etc., etc. C'est pas bêtifier ou c'est pas infantiliser la consultation ou la communication. Ce sont des aides qui sont très très fructueuses pour tous les patients, même les patients qui ont un bon niveau. Faut pas hésiter. Avoir un visage expressif, les sourds nous disent que c'est très angoissant d'avoir un professionnel avec un visage inexpressif. Oui, tout à fait. C'est vraiment très important d'être expressif. Parce que souvent, à l'hôpital, les patients qui sont en hospitalisation vont dire que les infirmières sont froides, ou en fin de compte, c'est de l'inexpression, et donc ça, le minimum de donner un sourire, ça soulage aussi le patient, et c'est vraiment très important parce que le patient va interpréter un froncement de sourcil, ce genre de choses, donc le minimum, c'est d'essayer d'être expressif, vraiment. Désigner, utiliser la désignation des objets, des images, etc. Aller chercher aussi, si vous avez besoin d'illustrations sur Internet, il y a tout un tas de choses, d'images, de planches anatomiques qu'on trouve sur Internet. Mimer, ne pas hésiter à mimer. Jamais un sourd ne se moquera d'un professionnel parce que il s'est mis à quatre pattes, parce qu'il a mimé un geste un peu intime ou quoi. Il faut vraiment pas hésiter à utiliser son corps dans la communication. Et puis, ne surtout pas poser la question, est-ce que vous avez compris? Parce que la réponse invariablement va être oui, que ce soit vrai ou pas, mais plutôt proposer au patient de redire, de reformuler pour voir s'il a bien intégré ce qu'on lui a dit ou ce qu'on a essayé de lui faire passer. Et puis, les moyens à utiliser avec très grande précaution. Vas-y, vas-y. Oui, parce que souvent le patient va dire oui, 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 et ça va donner l'impression qu'il y a eu compréhension. Et en fin de compte, c'est aussi une habitude de se taire, de toujours dire oui depuis l'enfance, de s'adapter à la norme entendante et à la société. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça et essayer de vérifier auprès du patient en lui reposant la question de ce qu'il a compris. Et vous vous rendrez compte que très souvent, la réponse des fois n'est pas adaptée. Donc en fin de compte, c'est vraiment à nous en tant que professionnels de santé de s'adapter au patient pour voir ce qu'il a été en capacité de comprendre. Et puis, les moyens à utiliser avec une très grande prudence, ce sont les cris, on l'a vu. Attention, je veux dire, il y a les sourds âgés ont une magnifique écriture cursive, magnifique. Et par contre, un niveau de français est parfois très très faible. Et puis attention aux malentendus. La lecture labiale, on l'a vu, c'est beaucoup de suppléance mentale. Et puis les accompagnants, on l'a vu aussi. Attention, attention. On ne peut pas faire autrement. On n'a que ça. On passe par l'écrit, la lecture labiale. On utilise un accompagnant. Il y a une situation d'urgence ou quoi. Mais il faut vraiment garder en tête que ce sont des moyens d'urgence qui sont en aucun cas satisfaisants. Diapo suivante. Merci de votre attention. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous. Quel duo de choc. C'est nous qui vous remercions pour cette très complète présentation. Nous avons eu beaucoup de questions, de commentaires, de propositions et d'interrogations pendant ce webinaire. Donc, je vais essayer de remonter les principales, sans oublier de remercier Sylvie pour son sourire, parce que ce que vous disiez à la fin de votre intervention est très important et donc je tenais à vous le dire. Nous avons plusieurs personnes qui ont insisté sur les spécificités à mettre en place pour les personnes malentendantes, aussi des interrogations sur le métier de codeur. Je tiens à préciser que toutes ces informations se retrouvent dans les fiches HandiConnect sur le sujet du handicap auditif. Il y en a 5 au moins que vous pouvez aller consulter, que je n'ai pas eu le temps de toutes citer, toutes vous montrer, mais je vous invite à aller voir sur le site HandiConnect, puisque nous répondons aux besoins de définition et nous donnons des mises en situation, des conseils pratiques pour les mises en situation de ce type. Nous avons également plusieurs personnes qui ont refait monter l'information sur le fait que des personnes ne veulent pas se faire appareiller, une personne sur deux. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez consulter la toute nouvelle Santé BD sur l'appareillage, justement, que nous venons de mettre en ligne, que vous pouvez aller voir sur le site de Santé BD. J'ai une question pour chacun d'entre vous, puisqu'il nous reste 5 minutes pour ce webinaire. Donc, à commencer par Sylvie.
Est-ce que vous êtes tenue en tant qu'intermédiatrice et est-ce que les interprètes en général sont tenus et soumis au secret médical? Oui, tout à fait. On est soumis au secret médical au sein de l'unité. Alors, dans chaque unité, il y a des fonctionnements qui sont différents, qui peuvent être différents, mais globalement, on fonctionne. Il y a des interprètes en interne qui travaillent avec l'équipe et qui sont soumis au secret médical, mais qui sont aussi qui ont le partage des informations médicales. Et ça peut aussi arriver aux interprètes de traduire dans d'autres situations, et dans ces cas-là, de devoir être neutre et ne pas transmettre les informations qu'ils ont en connaissance au sein de l'unité dans ces autres rendez-vous médicaux. Je, je fais un petit complément très rapide. Oui, bien sûr, tous les professionnels des unités sont soumis au secret professionnel. Je veux dire, les interprètes au même titre que les médecins, les intermédiateurs au même titre que les médecins, les interprètes ou n'importe quel professionnel de soins, de manière extrêmement stricte, ce qui est en général une grande découverte pour les patients sourds. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait quand un patient met les pieds pour la première fois dans une unité, c'est de lui dire, ici, porte fermée, ce qui se dit, ça circule dans la pièce, la porte est ouverte, il y a un zip qui se fait sur la bouche et les mains des professionnels présents. Et vous avez votre femme qui vient en demandant qu'est-ce qu'il a, est-ce que c'est grave, etc. Nous, on répond, voyez avec lui, on est lié au secret professionnel. Et les sourds découvrent ça. Pour eux, c'est vraiment la découverte de ce que c'est qu'un secret professionnel quand ils mettent les pieds dans une unité. Merci beaucoup. Une question pour Bénédicte André d'Infosens concernant les casques à transmission osseuse. Est-ce qu'ils peuvent améliorer le déficit de la perception du son? Alors, pour les personnes qui souffrent d'une perte auditive de transmission, s'ils veulent recevoir le son, oui, les casques sont adaptés. Mais pour cela, il faut d'abord évaluer le profil de la personne sourde, mais de la trajectoire de ces personnes sourdes. Tellement variés, tellement différents. Et là, je vous conseille d'aller voir un ergonome ou un ergothérapeute pour avoir des conseils de réadaptation, comment aménager, si c'est pour écouter la musique ou dans le monde du travail ou là, dans ce cas, dans ce webinaire, en consultation, dans une consultation médicale. Donc, ça dépend aussi du profil de la personne sourde. Très bien. Merci pour cette réponse. Et enfin, docteur Montbourdin, j'aimerais que vous reveniez en quelques secondes, si possible, quelques minutes, sur le problème de distance, en fait. On a eu pas mal d'interventions là-dessus. Quand les UASS les plus proches sont à 2 heures de route, vous êtes revenu dessus pendant votre intervention. Mais concrètement, comment on peut aider du mieux possible les personnes dans l'accompagnement des soins quand on est éloigné géographiquement de ces unités-là? Alors, c'est la question principale qui se pose. Alors, on sait déjà rentrer en contact avec l'unité, voir comment on peut travailler ensemble, s'ils sont OK pour recevoir des patients qu'on leur envoie. Et la deuxième chose, le problème qui se pose, c'est le problème de la prise en charge financière des déplacements. Et pour ça, les patients qui sont à 100% ALD ont une prise en charge j'ai un écran. Ah d'accord, j'ai pas le bon écran. Les patients qui sont en ALD ont une prise en charge complète des frais de transport sur prescription médicale. Les patients qui ne sont pas en ALD à 100%, on a beaucoup discuté avec les caisses d'assurance maladie pour trouver une solution avant de changer la loi et la réglementation nationale, qui est de faire une demande d'ALD non exonérante, c'est-à-dire pour des soins prolongés de plus de 6 mois. Alors, en général, il faut négocier et expliquer aux caisses d'assurance maladie qui disent, mais votre patient, il n'est pas malade, il n'a pas besoin de soins de plus de 6 mois, il suffit qu'il aille à l'hôpital à côté de chez lui. Donc, on explique qu'il est sourd depuis plus de 6 mois et qu'il a besoin de soins adaptés, sinon il ne sera pas soigné. Et donc, avec une ALD non exonérante, il y a une prise en charge qui se fait, qui n'est pas à 100% des frais de transport, mais qui est possible pour des consultations. Voilà, donc, c'est les deux solutions de prise en charge financière. Merci beaucoup pour cette réponse et je tiens à souligner que toutes les questions auront des réponses. Nous préparons un document avec ces réponses, avec aussi toutes les ressources qui ont été citées pendant le webinaire, que nous enverrons à toutes les personnes inscrites, que vous retrouverez aussi sur le site de Coactis Santé. Et donc, je partage une dernière fois mon écran pour vous présenter
juste la santé BD sur la téléconsultation qui peut servir aussi dans ce genre de situation. Et vous avez la fiche HandiConnect qui correspond aussi à la téléconsultation. Je tiens à préciser que le docteur Montgourdin est contributeur de ces ressources et que nous ne faisons rien sans tous nos partenaires, que je tiens à remercier ici, les partenaires de l'association Coactis Santé, sans qui nous ne pourrions rien faire. Et donc, je vous remercie tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu en novembre sur l'importance de détecter la dénutrition chez les personnes en situation de handicap et prévenir surtout cette dénutrition. Merci à tous les participants, merci à l'équipe technique, merci à toute l'équipe de Coactis Santé et un grand merci à nos 3 intervenants du jour sans qui rien n'aurait été possible. Je vous dis à très bientôt.